Luc La Liberté, bonjour. On a reçu un message d'un auditeur. je blague, évidemment. Si vous n'avez pas écouté l'entrevue, la chronique de Luc d'hier, ouais. Je voulais vous remercier. Je suis le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche depuis hier. Donc c'est ça, en fait. Propaganda Barbie n'a pas démissionné. Elle a été tassée par Luc La Liberté, mesdames et messieurs. Blague à part, Caroline Leavitt, de son petit nom, a annoncé hier son départ. Quand même un personnage, un visage, évidemment, important là, pour l'administration Trump. Il faut dire qu'elle fait cette annonce moins de 24 heures après avoir été abandonnée par Trump dans un avion susceptible d'être abattu par des terroristes. Je me dis, moi, si mon patron me laissait dans un avion à la portée des méchants, peut-être que je le quitterais moi aussi. Parle-nous un peu de Caroline Leavitt, personnage controversé, on va le dire comme ça, et de son départ, Luc. Voilà, écoute, il y a deux grands angles, je pense, pour cette nouvelle ou les retombées de cette nouvelle aujourd'hui. Dans un premier temps, tu l'as dit, ce qui a circulé beaucoup, et presque tout le monde maintenant est tenté par les théories du complot ou par des liens que nous ne sommes pas toujours en mesure de prouver. Mais effectivement, plusieurs ont rappelé quand Donald Trump change d'avion, c'est le fameux changement d'avion au retour du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump n'a pas transféré seul. Il y avait d'autres proches ou conseillers avec lui. Et ce qu'on a su, c'est que Caroline Leavitt, elle, est restée à bord du nouvel Air Force One, qui était bien sûr menacé directement et qui serait moins bien équipé que l'ancien. Donc, on a dit, est-ce qu'elle l'a mal pris? Est-ce qu'après être allée au-devant, après avoir affronté les tempêtes, elle a mal supporté d'être là? Quiconque connaît Caroline Leavitt connaît ses valeurs familiales, ses valeurs chrétiennes, et elle a accouché elle est maman 2 fois maintenant, Caroline Leavitt, et après avoir pris un congé, elle a dit, et ça me semble crédible cette fois, je quitte finalement pour des raisons familiales. Et elle reste dans l'orbite de Donald Trump. Elle agira maintenant à titre de conseillère spéciale. Ouais. Donc, moins en évidence, moins devant les caméras ou devant les journalistes, mais semble-t-il toujours proche du président. Mais je t'arrête là, Luc, parce que le comité là, des proches qui chuchotent dans l'oreille de Donald Trump, là, on a dit ça pour Kristi Noem, on a dit ça pour Pam Bondi. Je les ai pas vus souvent là, depuis qu'elles ont quitté le navire. Tu sais, ça semble être l'espèce de parking où ce qu'on met les dames qu'on a un peu repoussées du revers de la main. D'ailleurs, je voulais un peu t'entendre. Caroline Leavitt, elle quitte ou elle se fait quitter? Parce que là, évidemment, là, elle annonce ça, là, mais ça a été un peu moins violent que ses prédécesseurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un désalignement ou une perte de confiance mutuelle avec le président? Ce n'est pas impossible, surtout que, écoute, de mon côté, c'est par une alerte sur Truth Social, par une notification de Truth Social que j'ai appris qu'elle quittait. Elle ne s'est exprimée qu'après. Est-ce que c'est entendu avec le président? Est-ce qu'il y a eu discussion derrière des portes closes? Est-ce que le président a agi? Et ensuite, on s'est expliqué, puis Caroline Leavitt y est allé de sa réponse ou de sa version à elle, plus neutre, disons ça comme ça. Toujours est-il, et c'est le deuxième angle que je souligne, donc dans le premier, il y a cette controverse ou ces discussions sur, effectivement, s'est-elle fait quitter? Donc, sinon, de l'autre côté, ce qu'on peut dire, c'est que la barre est haute, bien sûr, dans une perspective Donald Trump, la barre est haute pour trouver un remplaçant ou une remplaçante qui va affronter les journalistes jour après jour, ne jamais déroger à la ligne de Donald Trump, soutenir le moindre mensonge, toutes les exagérations, même lorsqu'elle a abordé la question des documents liés au dossier Epstein, elle a été d'une loyauté entière et totale. Et peu de gens ont été capables, avec Donald Trump, de faire le travail sur une aussi longue période. Pour ceux qui se souviennent du premier mandat de Donald Trump, on avait eu une série de porte-paroles. Dans certains cas, il y en a même M. Scaramucci qui a laissé son nom à un intervalle très court. Oui. On appelle ça maintenant le temps d'un Scaramucci. Donc, c'est Sarah Huckabee Sanders. Oui, c'est ça. Spicer, Huckabee Sanders. Voilà. Mais qui était, bon, un peu les loyalistes, mais on va quand même se dire, Caroline Leavitt, là, c'est une artisane de la propagande. Là, je veux dire, c'est une désinformatrice extraordinaire, puis on peut l'aimer ou la détester, mais c'est vraiment là, le nombre de mensonges éhontés qu'elle a prononcés sur la tribune de presse. C'est quand même fabuleux, là, je veux dire. Puis c'est pas... Je m'en prends pas qualitativement, subjectivement
objectivement, je veux dire, factuellement, elle était atroce, cette femme-là, de par les grossièretés qu'elle énonçait. On n'avait jamais vu ça avant, là, même sous le premier régime de Donald Trump. Là. C'est là où je te disais que pour Donald Trump, c'est difficile maintenant. Quand j'ai bien mentionné dans une perspective Trump, si on veut quelqu'un pour affronter les journalistes et ne pas défaillir à aucun moment, ne pas rompre avec le message, elle a appuyé ce qu'il y avait de pire dans les pires dossiers. Et je ne sais pas si certains auditeurs ou auditrices l'ont remarqué, ou des téléspectateurs, téléspectatrices pour ceux qui nous regardent sur la chaîne Cube. Je ne sais pas si vous avez remarqué donc l'ensemble de son travail, mais elle sera effectivement terriblement difficile à remplacer au point où on a envoyé au bâton pendant son congé rencontrer la presse successivement J.D. Vance et Marco Rubio. Ce ne sont pas des porte-paroles, mais on les a envoyés jouer le rôle de porte-parole. Et ce n'est pas un hasard, ce sont les deux dauphins présumés de Donald Trump. Et ils n'ont pas fait le travail comme Caroline Leavitt était en mesure de le faire. Des fois, personnellement, c'était à se demander comment cette femme-là se couchait le soir en toute en paix avec elle-même. Je sais pas, on fait un métier médiatique, là, on essaie quand même, on a des opinions, c'est une chose, mais de dire des choses manifestement fausses, puis d'accuser les gens, puis je sais pas, il y a quelque chose, moi, qui moralement me trouble profondément. How do you sleep at night, là, comme disent les Américains. Je sais pas, ça m'a toujours fasciné le personnage de Caroline Leavitt, me demander, quand elle revient chez eux le soir, là, es-tu comme yes, j'ai détruit la presse et j'ai menti. Nous avons dans cette administration Trump 2.0 sur la scène internationale, autant que sur la scène en politique intérieure. Nous avons vraiment la politique brute, froide. C'est vraiment la victoire, peu importe le prix. Et je pèse bien mes mots. On a parlé de démocratie, on a parlé de loi, on a parlé de désinformation et de mensonges. Le seul résultat qui compte, c'est est-ce que nous gagnons notre point? Avons-nous plus de pouvoir? Et dans certains cas, avons-nous plus d'argent? Parce que tu référais à Kristi Noem tout à l'heure. On en entend encore parler de Kristi Noem. Elle était dans un article du New York Times aujourd'hui. Elle n'est jamais bien loin encore, même si elle est loin géographiquement, à tout le moins, dans sa localisation des projecteurs. Je voulais t'entendre en terminant, Luc, sur cette histoire-là du porte-avions, le USS Lincoln, qui est situé là, évidemment près des opérations en Iran. 5000 marins sont à bord. 7 d'entre eux auraient tenté de prendre leur propre vie. Les marins sont là depuis plus de 200 jours sans avoir pu débarquer à terre. C'est un genre de record là, pour la marine américaine. Qu'est-ce qui se passe là, en matière de gestion des effectifs et des actifs militaires américains actuellement? Tout d'abord, en termes de synchronisme pour cette nouvelle et pour ce que les familles rapportent, les familles des marins ou des gens qui sont à bord du navire, ce que les familles rapportent est pour les États-Unis dans l'ensemble, mais pour l'administration Trump, particulièrement dommageable. C'est un œil au beurre noir, ça entache la réputation des États-Unis. On considérait déjà qu'on était entré dans ce conflit pour les mauvaises raisons, qu'on ne le gérait pas bien. Et voilà que sort soudainement, depuis hier, cette histoire. Ça circule depuis un moment, mais depuis hier, c'est très fort. Que se passe-t-il avec le USS Abraham Lincoln? C'est un porte-avions. Et depuis la pandémie, donc on remonte même avant Trump, depuis la pandémie, on a eu de sérieux problèmes de recrutement pour le personnel à bord de ce type de navire qui est indispensable, les porte-avions. On a donc des problèmes de recrutement et des problèmes à bord des navires. Et parce c'est un cercle vicieux, parce qu'on a des problèmes de recrutement, et c'est pire, ça, sous Donald Trump, là, ce sont des chiffres, ce sont des faits, on étire le séjour des marins en mer. Donc, tu l'as bien mentionné, ils ont franchi le cap des 250 jours pendant cette mission. Hors pandémie, c'est un record toute catégorie. Et ce qu'on dit, ce qu'on rapporte, les familles, le pire, c'est il y aurait eu des bagarres littéralement sur le pont pour empêcher les gens de s'enlever la vie, de se tirer par-dessus bord. D'autres nouvelles rumeurs qui circulent. Et en plus, bien sûr, de ce problème psychologique qui est très grave que de vouloir s'enlever la vie, ça en dit long sur les conditions,
Mais on détaille aussi chez les familles ce qui se passe à bord des navires et ce qui ne se passe pas. Donc, ce sont des problèmes d'approvisionnement, des réparations qui ne sont pas effectuées, de l'eau contaminée qu'on doit boire ou encore s'en priver. Donc, les problèmes sont multiples et on a encore une fois une impression d'amateurisme, d'improvisation ou en tout cas d'incompétence. Et ça commence, cette pile-là de dossiers liés ou associés à de l'incompétence, pour Pete Hegseth, dont on avait déjà dit qu'il n'avait pas les compétences au moment donc où Donald Trump le sélectionne, il devient le choix, ben, il nous fait la preuve par, quoi, on est rendu au moins 10, par 10, finalement, que cette incompétence, elle s'avère, qu'il en fait la démonstration régulièrement. Et je reviens en terminant avec quelque chose, je crois que tu avais déjà mentionné, ou c'est avec un autre ami où je discute de politique américaine, mais je trouve que les généraux américains, et c'est un peu normal parce qu'il y a la chaîne de commandement, mais on devrait sortir plus souvent ou laisser filtrer de l'information plus souvent, comme le fait le chef d'état-major interarmé, le général Dan Kane, la semaine dernière. Il y a des mises en garde qu'on a fait à l'administration. On met des troupes en danger. Il en va parfois de la sécurité intérieure, mais surtout du positionnement des États-Unis sur la scène internationale. Ça ne fait pas sérieux, mais il y a des vies en jeu et des retombées, souvent économiques, très importantes. Et j'ai vu les reportages de Fox News, de CNN, là, qui carrément parlent avec les familles, parlent avec les soldats. Puis, tu sais, c'est des petits gars, là, ils ont 19 ans, 20 ans, ça fait 1 an qu'ils sont là. Certains d'entre eux ont eu des enfants qu'ils n'ont même pas vus parce qu'ils croyaient être déployés pendant 3-4 mois. Ça fait 9 mois, 10 mois qu'ils sont sur place. Et ils savent même plus pourquoi ils sont là exactement. Puis là, comme tu dis, la viande est avariée, l'eau est toxique, il y a des problèmes avec les égouts des bateaux. C'est comme quasiment cette plus grande et belle armée du monde. Là, ça fait pic pas mal. Là. C'est un peu pathétique. Et quel média international a été un des premiers à s'emparer de la nouvelle? Le réseau iranien, donc les informations d'État en Iran. Mais on l'a dit, on a l'impression que dans les négociations, ils sont maintenant spectateurs plus qu'acteurs. Et il y a en plus cette façon, finalement, d'entacher l'image des États-Unis. Et imagine, quand on est des alliés des États-Unis, surtout dans la région, à quel point on a confiance, à quel point on se risque, à quel point on se confie. La liste de retombées pourrait être très C'est bien triste tout ça. Luc La Liberté, on se retrouve demain, même place, même heure, pour clore la semaine ensemble. Une bonne fin de journée!